Et salut toi! Alors oui, on est bien sur un épisode de À la base, c'est un livre, mais je vais le faire sous format podcast cette fois-ci pour plusieurs raisons. Donc si jamais tu as envie d'écouter l'épisode et de faire autre chose en même temps, tu peux tout à fait. Et sinon, pour ceux qui préfèrent regarder, je vais mettre quelques petites images quand même pour illustrer. Mais oui, principalement, ça va être sous le format podcast. Bon, maintenant que c'est fait, on va commencer. Aujourd'hui, à la base, c'est un livre, va être un petit peu spécial. C'est déjà arrivé en fait que je te parle de livres issus de faits réels, comme pour Rambo ou encore L'Exorciste, mais là, clairement, tout le monde connaît bien plus en fait le fait réel d'Amityville que son bouquin. Donc je devrais temporairement renommer ça, à la base, c'est un fait réel. Mais bon, tant pis. Laisse-moi te raconter comment on en est arrivé à tourner des films porno portant le nom d'Amityville. Et si tu vois pas de quoi je parle pour le porno, t'inquiète, on verra ça en fin de vidéo. Alors, tout d'abord, les faits réels. Au commencement, il y avait un meurtre, enfin une tuerie plutôt. Le soir du 13 novembre 1974, les parents ainsi que 4 enfants de la famille DeFeo sont assassinés chez eux et retrouvés en pyjama encore dans leur lit. Alors même s'ils étaient d'origine italienne, non, ils ne faisaient pas partie de la mafia. C'est grave quand même que t'aies des préjugés comme ça. Non, en fait, ils étaient de simples concessionnaires automobiles. Bref, de ce massacre, il n'y aura qu'un seul survivant. Le fils, Ronald DeFeo, âgé alors de 23 ans. Comme souvent dans une tragédie comme ça, les soupçons se portent assez vite sur le survivant. Et il se trouve qu'en effet, c'est bien lui le tueur. Mais pourquoi qu'il a buté tout le monde ? Il va offrir en fait plusieurs versions, mais dans la première, il explique qu'il a tué toute sa famille avec un fusil sans aucune raison. Enfin, disons que le diable lui serait apparu et lui aurait dit de faire ça. Ronnie était un petit peu camé au moment des faits et il matait tranquillou bilou un film de guerre à la téloche. Il a dit qu'il a alors entendu sa famille comploter contre lui dans la pièce voisine alors qu'en réalité tout le monde pionçait. Une femme serait apparue et lui aurait donné le fameux flingue. Oui, on passe du diable à une femme, mais t'inquiète, c'est pas la dernière fois qu'il va changer d'avis. Ouais, parce que finalement, il dit qu'il aurait tué qu'une seule personne. Les autres, c'est pas lui. Donc sûrement le fantôme. Alors qu'en est-il en réalité ? Alors on sait pas trop bien ce qui s'est passé. Il y a plusieurs trucs en fait qui collent pas déjà. Pour tuer tout le monde, il y aurait eu 9 coups de fusil. Et pour les petits malins qui viendront me dire que 4 enfants plus les parents ça fait 6, je répondrai: qu'est-ce qui te fait dire qu'il a pas tiré plusieurs fois dans la même personne ? Donc 9 coups de fusil en pleine nuit dans un quartier relativement calme, ça passe pas inaperçu. Sauf en fait qu'aucun voisin n'a rien entendu. Enfin, un voisin a dit qu'il avait entendu un chien aboyer, mais ça va pas plus loin. Alors je sais, cet argument joue vraiment en faveur de la théorie paranormale, mais c'est comme ça. Non, et même sans parler des voisins, comment le type a-t-il fait pour buter 6 membres de sa famille sans qu'aucun ne se réveille ? Alors là, on a peut-être une explication. Si les membres de la famille sont bien dans leur lit, il n'empêche que leurs positions sont pas vraiment naturelles et font penser en fait que les corps ont été déplacés. Mais ça ne règle pas du tout cette histoire d'apparition qui aurait ordonné le meurtre. Est-ce que Ronnie n'aurait pas eu une bonne raison de tuer tout le monde et aurait voulu faire passer ça pour un événement paranormal ? Eh bien oui, Jamie. Il se trouve que Papa DeFeo était assez colérique et avait la baigne facile. Très facile. Des amis de Ronnie ont même affirmé qu'ils avaient déjà vu le père de famille battre sa femme. Pour te dire, le type ne s'en cachait même pas. Buter papa, ça peut donc se comprendre. Mais pourquoi tout le monde alors ? Peut-être qu'en effet, Ronnie disait la vérité quand il affirmait n'avoir tué qu'une personne. Et non, ce n'est pas son père. Des années plus tard, on retrouve des images de caméras surveillance et on voit une jeune fille monter dans le véhicule familial avec une arme et s'en débarrasser. Cette jeune fille, c'est Dawn, la sœur décédée de Ronnie. Tous les deux étaient très proches et on pense en fait qu'ils avaient prévu de tuer tous les membres de leur famille, mais que Dawn était peut-être un peu plus motivée que son frère. Elle serait donc passée à l'acte sans le prévenir et quand il s'en est rendu compte, il l'aurait tué. Le fameux spectre qu'il aurait vu du coup avec une arme, c'est en fait sa sœur. Bon, après, faut m'expliquer comment on la voit sur les caméras de surveillance se débarrasser d'un fusil si elle le file après à son frère qui la tue avec. Il y a un léger faux raccord là. Bon, si tu connais les films Amityville, tu vas me dire que c'est pas ça l'histoire. Oui, mais on n'est pas encore arrivé à la fin de ma vidéo que je sache.
Les films et le livre nous parlent de la famille Lutz au début, pas de la famille Defeo. Enfin, on verra ça plus tard pour la famille Defeo. En fait, la famille Lutz est celle qui a emménagé juste après les meurtres. À cause de l'histoire de la maison, le prix immobilier était vraiment bas et les Lutz ont pensé faire une affaire en prenant la baraque. Finalement, ils n'y resteront que 28 jours. Que s'est-il passé? Alors, ça va être compliqué de te dire réellement parce que, gros spoil, on pense que les Lutz sont des énormes mythos. Mais je vais commencer par te donner leur version. Enfin, une de leurs versions. Parce que tu verras, au fur et à mesure des années, ça va changer, et pas qu'un peu. Alors ça commence très fort. 1 heure à peine après leur arrivée, le chien de la famille aurait essayé de se suicider. Dit comme ça fait son petit effet. Mais en gros, il aurait essayé de sauter par-dessus la barrière, alors qu'en fait, il avait encore sa laisse et se serait donc pendu avec. Bon, je te rassure, le père de famille s'en est rendu compte en fait tout de suite et est venu libérer le chien. Donc le chien n'est pas mort. Ensuite, le même jour, ils font venir un prêtre pour bénir les lieux. Il y a quand même eu 6 meurtres dans la baraque, faut pas déconner. Et là, le type rentre dans une chambre et leur dit de ne surtout pas faire de chambre ici. Il le sent pas et en plus, il affirme que quelqu'un l'aurait giflé pendant qu'il bénissait la pièce. La petite journée se passe et là commence l'horreur. Tous les matins à 3h15, Georges, donc le père de la famille Lutz, se réveille et c'est précisément l'heure des meurtres. Maman Lutz, elle, a l'impression d'être enlacée quand elle vient dans la fameuse pièce où le curton s'est fait gifler. Autre point chelou avec cette pièce, apparemment, il y a souvent un nuage de mouches énorme. Mais des apparitions, il y en a des tas dans la baraque. Des cris la nuit, des taches sur la moquette, la fille qui voit un ami imaginaire, un cochon qui les observait de dehors, des sabots dans la neige, etc., etc. Et ne t'inquiète pas, on reviendra sur le cochon plus tard. Bref, c'est le bordel, et si la famille n'y reste que 28 jours, c'est parce qu'une nuit, en fait, les esprits se seraient vraiment vénères au point qu'ils auraient saccagé la maison. Alors pourquoi que les Lutz sont des mythos? Alors en fait, les Lutz prennent un avocat, et là, ils racontent leur histoire. Et le type leur propose de faire un livre et des films avec tout ça. Bah ouais, bien sûr! Pour faire connaître l'affaire, ils vont d'abord faire appel à Stephen Kaplan, je sais pas trop comment ça se prononce, le directeur de l'Institut de parapsychologie d'Amérique. Le type accepte, mais il leur dit qu'il publiera les résultats, qu'importe la conclusion. En gros, s'il se rend compte que c'est une arnaque, il le dit publiquement. Étrangement, Georgie décide d'annuler le rendez-vous. Déjà là, ça sent pas très bon. L'argument de Georgie, c'est qu'il ne veut pas que l'histoire soit publique. Alors qu'avec son avocat, il parlait de films et de livres. Non mais le foutage de gueule, t'inquiète, il va même encore plus loin parce que quelques jours plus tard, Georgie va donner une conférence de presse. Niveau public, tu peux difficilement faire mieux. Bon, et histoire de rester encore plus anonyme, ils vont faire appel au couple Warren. Ouais, c'est ça. Les mecs vont venir une première fois et là c'est tellement horrible ce qu'ils ont pu ressentir dans la maison qu'ils promettent de ne plus jamais y remettre les pieds. Du coup, quand ils reviennent une deuxième fois avec des caméras et des médiums pour faire un film, il se passe absolument rien. Alors non, je suis mauvaise langue. En développant les photos prises ce soir-là, on se rend compte qu'il y a un petit garçon sur les photos. Et Georges Lutz aurait assuré que sa fille l'aurait reconnu comme étant son fameux ami imaginaire. Bon, et pour ceux du coup qui ne sont pas dans la version podcast, je mets la photo là qui s'affiche. Tu l'auras compris, toute cette histoire était là pour rapporter du fric aux Lutz. Surtout qu'il y a plein d'éléments remis en cause. La fameuse nuit où ils sont partis, tout aurait été saccagé. Alors qu'au final, il y a 0 marque dans la maison. Alors à moins que les fantômes n'aient été pris de remords et aient fait des travaux en fait pour se faire pardonner, tout ça c'est un petit peu du bullshit. Sur la fameuse photo, du coup, où on voyait cet enfant, c'est en réalité un membre de l'équipe de tournage qu'on verrait. Il a juste un visage très enfantin, mais c'est bien lui. Tu te souviens aussi du cochon qui les observait? Bah, un voisin affirme que c'est en réalité son chat. Ouais, c'est nul comme explication, mais en fait, ce serait juste un chat stalker. Les traces de sabots dans la neige. Bah déjà, va y avoir un petit problème, monsieur Lutz, parce que vous êtes resté 28 jours dans la maison, et durant ces 28 jours, il n'y a jamais eu de neige.
Et une petite dernière pour la route, le fameux prêtre qui se serait fait gifler affirme qu'il n'est jamais rentré dans la maison et que l'entretien en fait s'est fait par téléphone. Voilà. Les occupants actuels de la maison disent que ce sont des grosses conneries et qu'il n'y a absolument rien de paranormal. Alors maintenant, on va parler du livre, enfin des livres. Bref, le livre en question, c'est Amityville, la maison du diable de Jay Hanson. Il sort en 1977, soit 6 ans après L'Exorciste. D'ailleurs, je t'ai fait une petite vidéo là-dessus si tu veux aller la voir. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le bouquin. En gros, il raconte les faits qu'ont vécu les Lutz et Georgie dit que c'est assez fidèle à la réalité. Enfin, venant d'un mytho, comment te dire? Le livre, il est publié en 25 000 exemplaires. Il n'y a jamais eu autant de tirages pour un bouquin avant. Et il se place direct en best-seller. Le titre en anglais c'est The Amityville Horror et c'est une référence en fait à Lovecraft et The Dunwich Horror. Alors tu vas avoir un autre livre qui sort, Murder in Amityville de Hans Olsen, mais lui il parle en fait des meurtres des Defeo. Et il finit aussi best-seller bien entendu. Amityville 2, le film, c'est justement l'adaptation de ce roman-là. Alors oui, il n'y avait pas grand chose à dire sur les livres. Par contre, au niveau des films, alors là, tu vas avoir une liste. Amityville 3D, Amityville 4, Amityville La Malédiction, Amityville 1993, Amityville Dark Force, Amityville La Maison de la Poupée, Amityville 2005, Amityville Hunting, Amityville Asylum, Amityville Death House, Amityville Playhouse, Amityville Vanishing Point, Amityville Legacy, Amityville Terror, Amityville No Escape, Amityville The Awakening, Amityville Exorcist, Amityville Evil Never Dies, Amityville Murders, Amityville Mount Misery Road, Amityville Island, Amityville Harvest. On peut dire qu'il y a eu des films dessus. Et puisque on n'a jamais assez de fric, les Lust ont souvent porté plainte en fait contre les films parce qu'ils étaient trop différents de la réalité. Excuse-moi, je finis mon fou rire et je reviens. Le must du must, c'est Amityville Vibrator. C'est un porno qui date de 2020. Tu veux le synopsis? Très bien. Cathy emménage dans une nouvelle maison et entre bientôt en contact avec un vibrateur doté d'anciens pouvoirs maléfiques. Deux chercheurs doivent alors localiser cet objet possédé avant que Cathy et toute autre personne qu'elle rencontre ne deviennent des esclaves sexuels pour Satan. Jamais assez de fric, je te disais, hein. Bon, et comme je te disais, du coup, la maison est de nouveau occupée aujourd'hui et les seuls incidents qui ont été relevés par les propriétaires actuels, ce sont les abrutis qui s'amusent à envahir leur jardin pour voir la maison du film. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Alors oui, d'habitude c'est sous le format vidéo, mais je réfléchis et je pense plus en plus passer au format podcast pour diverses raisons, voilà. Pour pouvoir aussi diffuser tout ça sur les plateformes de podcast en même temps. Bref, avoir peut-être un peu plus de visibilité. Et puis je suis pas sûre qu'avoir ma tronche dans tout ça, ça t'apporte grand chose, hein, très honnêtement. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et que tu auras appris des choses sur Amityville. Si jamais tu es intéressé et que tu regardes le porno, n'hésite pas à me dire si c'était génial ou pas, si ça valait le coup. Moi, personnellement, le synopsis, ça m'a pas emballé. Hein. Non, je vais passer mon tour pour cette fois-là. Voilà, le sens du sacrifice a ses limites. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.